Luc Nicolaï risque 10 ans de prison ferme, 10 ans, le réquisitoire du procureur de la République aujourd'hui. Le promoteur, je le rappelle, poursuivi, promoteur de lutte pour association de malfaiteurs, détention de drogue, extorsion de fonds et entrave à l'administration de la justice. Les travailleurs des hydrocarbures paralysent le secteur. Une grève de 72 heures pour exiger du gouvernement le respect des accords signés en 2012. Depuis ce matin, des camions sont immobilisés, notamment au siège des syndicalistes à Anne. Diafaraba Maimouna Ndiaye. Les travailleurs des hydrocarbures mettent leurs menaces à exécution. Ils vont immobiliser ces camions pour 3 jours, une manière d'obliger l'État à respecter ses engagements. Ces 3 jours de grève n'est qu'une répétition de 2 mots d'ordre de grève qui ont été donnés de par le passé, autour de revendications qui restent insatisfaites jusqu'au moment où nous vous parlons. Il faut noter que c'est l'ensemble du secteur du pétrole qui a des difficultés, qui a des préoccupations autour de l'évaluation du pacte social, autour d'autres difficultés. La coopérative d'habitat, un des points focaux des accords signés depuis 2012. Au lieu d'amener tous les secteurs en grève, pour du coup paralyser tout le pays subitement, le syndicat a eu la responsabilité d'envoyer en grève une partie de son personnel, c'est-à-dire les chauffeurs de transport hydrocarbures, autour de 2 questions essentielles qui doivent être réglées nécessairement pour que le mot d'ordre soit levé. La première question, il s'agit de la coopérative d'habitat. Engagement avait été pris par l'État et par les employeurs pour une contribution des partenaires sociaux pour que l'habitat ait un coût social. Ceci n'a pas été fait. On devrait, concernant l'État, il devrait nous octroyer 20 hectares. On attend toujours ces 20 hectares. Mais également la révision du pouvoir d'achat des travailleurs qui devait consacrer une augmentation de salaire et de certaines indemnités. Cette paralysie risque d'être fatale pour les automobilistes qui trouvent la solution dans la concertation. Non seulement c'est excessif, mais l'impact négatif sur la société, sur les populations, sur les malades qui doivent être transférés, les courses importantes qu'il faut faire, aller au travail. Et je crois que tout cela, c'est des impacts négatifs sur l'économie et sur la marche du pays. Je pense que, quelles que soient les raisons d'une grève, si on se met autour d'une table, on pourra toujours trouver une solution. Ces travailleurs annoncent d'autres actions. Dans leur combat, ils seront appuyés par leurs camarades des autres syndicats. Et puis cette grève illimitée des concessionnaires du nettoiement, ils exigent le règlement de plusieurs mois de salaire, 1,8 milliard de francs CFA. Les autorités affichent la bonne volonté de leur apporter une réponse, mais avouent tout de même des limites au niveau budgétaire. Diafaraba Hadiatala. Dakar montre un visage hideux. Au premier jour de grève des concessionnaires, les immondices commencent à s'amonceler dans les rues de la capitale. Les camions de ramassage d'ordures immobilisés, leurs propriétaires intransigeants avancent le règlement intégral de leurs dus comme seule condition de reprise du travail. On n'en peut plus, c'est-à-dire on n'a même pas de quoi acheter du gasoil d'abord. Les sociétés même ne font pas de crédit. Il n'y a pas de gasoil, il n'y a pas de trucs dans le truc. En plus de ça, on est resté trop longtemps aussi, on est resté 4 mois. Pendant la période de la Tabaski, les gens étaient payés. Seuls les concessionnaires n'ont pas été payés. C'est le jour, c'est-à-dire la veille de la Tabaski, qui nous ont donné une partie, c'est-à-dire 20% ou 25% de ce qu'ils nous devaient pour 1 mois. L'État doit à peine 1,8 milliard, 1,7 milliard, je ne sais plus. On a décrété une grève pour recevoir nos chèques, pas 72 heures. Ça a impacté sur notre travail parce que en réalité ce sont les concessionnaires qui injectent leurs véhicules et si tel n'est pas le cas, ce qui est sûr et certain, il ne peut pas y avoir de collecte d'ordures ménagères, encore moins de transport des ordures ménagères. Une situation prévisible selon les autorités qui indexent le dépassement des dépenses budgétaires. Elles espèrent cependant désamorcer la bombe. Il y avait 3 milliards du budget de cette année qui avaient été prélevés pour couvrir déjà avant notre installation des dépenses de 2012.
Il y avait aussi un niveau de dépenses un peu trop élevé pour justement permettre une couverture totale des dépenses de l'année. La situation actuelle, en réalité, on aurait dû la vivre depuis le mois de septembre, octobre. On est en train aujourd'hui de tout entreprendre en rapport avec l'État pour que ce problème soit le plus rapidement possible réglé. En attendant une issue heureuse, les populations, elles, vont devoir prendre leur mal en patience. Tout un chacun parlait en grève sauf les techniciens de surface. On souhaiterait qu'ils reviennent ramasser quotidiennement les ordures ménagères. 3 jours de grève serait trop. Vous imaginez garder les ordures pendant 72 heures dans les foyers? Là, c'est impensable. Le nettoiement, un secteur en crise depuis une décennie. Si ce ne sont les concessionnaires, ce sont les travailleurs qui vont en grève pour réclamer de meilleures conditions sociales. La situation de l'entreprise au Sénégal passée au peigne fin. Aujourd'hui, le Conseil national du patronat a réuni le secteur privé, des partenaires au développement, également des représentants de l'État du Sénégal, des assises de l'entreprise qui ont fait le point de la situation, surtout dans les relations publiques-privées. Les recommandations tournent autour de l'amélioration de la fiscalité, mais également des solutions autour des lenteurs notées dans le déroulement des nouvelles réformes. Que ce soit l'État, le syndicat des travailleurs, pour parler de l'environnement des affaires et la compétitivité des entreprises. Et l'état de notre économie et ce que nous avions fait et ce que nous voulons faire à l'avenir. Nous avions évoqué des priorités pour nous autres, secteur privé, des engagements que nous avons pris l'année dernière sur des investissements, que ce soit sur l'habitat social ou sur l'économie numérique. Et nous avions fait le point pour dire qu'il nous faut faire plus. Nous avions bien sûr évoqué nos croissances, la croissance économique que nous avons et nos objectifs de croissance à l'avenir. Et nous disons que dans notre sous-région, beaucoup de pays sont déjà dépassent l'objectif que nous voulons atteindre. Donc il nous faut être plus ambitieux. Nous avions aussi parlé du rôle du secteur privé national dans tout ce qui est délégation de services publics ou des contrats de partenariat public-privé, de la nécessité que le secteur privé national soit présent, de la nécessité qu'il n'y ait pas d'offres spontanées ou directes qui en fait écartent le secteur privé, particulièrement quand le secteur privé est en position. On a évoqué quelques points de fiscalité qui ne sont pas bien. Nous avions évoqué, comme je disais tout à l'heure, sur les programmes de PPP, la position que nous devons avoir, le renforcement du secteur privé national qui doit être nécessaire. Donc il y a ces différentes questions de secteurs où en réalité des propositions sont faites. Journée du souvenir des victimes de la route, des rescapés d'accidents de la circulation ont exprimé à cette occasion leur demande d'une meilleure prise en charge, notamment au niveau médical et de la réinsertion professionnelle. Le compte rendu de Mardieng et Amina Sow. Des années se sont écoulées après leur accident, mais ces rescapés de la route ont toujours mal. Un mal lié en partie à une absence de prise en charge médicale. J'avais des problèmes avec mon assureur, parce que le véhicule était assuré. Mais quand même, ils sont en faillite. Et c'est pour cela qu'ils ne puissent pas couvrir mes soins. Donc, en effet, j'ai finalement pris les soins à main centre personnelle. Psychologiquement, les gens ne sont pas précis, ce n'est pas la famille qui vous aide, c'est rien du tout. Si vous n'avez pas de papa, vous n'avez pas de maman, ou bien une femme, ou bien des enfants qui arrivent à votre secours, vous êtes un cadavre ambulant. Donc le problème psychologique de ce pays, c'est médicalement, je veux dire, dans l'ensemble de la thérapie que la personne doit prendre, médicalement, les gens ne sont pas assistés. En 2013, sur 9203 interventions effectuées par les sapeurs-pompiers, la route a fait 365 morts et plus de 15 000 blessés. Un nombre qui rend également difficile la réinsertion socio-professionnelle des victimes d'accidents. Ce sont des professionnels, ils sont devenus invalides et ils peuvent continuer à exercer dans leur métier, mais ils ont constaté que quand il arrive quelque part, s'il y a un cas qui est prêt physiquement pour le travail et que lui il peut le faire étant un invalide, on prévoit de prendre celui qui est debout physiquement. Je n'ai pas compris, peut-être c'est une question de timing parce que les gens doivent être là à l'heure, mais il faut les aider à être là à l'heure, il faut les aider à s'intégrer. L'État du Sénégal annonce la création d'une structure autonome pour davantage sensibiliser sur les accidents de la route, mais aussi assurer une meilleure prise en charge des victimes de la route.
La lutte contre le paludisme des poches de résistance signalées dans le sud du pays. Le programme national de lutte contre le paludisme poursuit la campagne de chimioprévention, une recommandation de l'OMS qui en est à sa deuxième phase. Gervais Yaou, Dissa Prera. C'est parti pour le deuxième passage de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier. Sont concernés les enfants âgés de 3 mois à 120 mois et c'est le département de Salémata qui ouvre le bal. Rien que dans cette localité, le PNLP compte protéger plus de 6 000 enfants. Le paludisme, vous savez que le paludisme constitue un problème de santé majeur. Et dans les régions où le paludisme saisonnier, l'Organisation mondiale de la santé a recommandé une stratégie nouvelle qui est la chimioprévention du paludisme saisonnier chez les enfants. Par rapport à ça, pour le district sanitaire de Salémata, au premier passage, on devait traiter 6701 enfants et actuellement on avait traité 6883, soit une performance de 102%. La chimioprévention, une nouvelle forme de lutte préconisée par l'OMS. Dans cette zone à haut risque, les relais font du porte-à-porte pour administrer la dose requise et expliquer aux mères comment faire le suivi. On les explique les mamans parce qu'il y a des effets secondaires qui fait. C'est pour cela qu'on dit les mamans, c'est le médicament qui est fait comme ça, c'est pas grand chose. C'est ça qu'on explique les mamans. Qu'elles n'ont qu'à donner, comme c'est contre la lutte du paludisme. C'est pour cela. Oui, on fait beaucoup d'émissions même. Auparavant, d'autres actions de lutte contre la maladie ont été déroulées. Cette campagne de chimioprévention vient en appoint pour éradiquer le paludisme dans cette zone. Nous rendons grâce à Dieu car depuis que nous avons commencé à donner les médicaments aux enfants, le paludisme a beaucoup reculé. Pendant la saison des pluies, nous avions beaucoup de cas de maladie, mais pour cette année, il y a eu vraiment peu de malades du paludisme. Dans le département de Salémata, même si des efforts considérables ont été faits pour lutter contre le paludisme, la maladie reste encore la première cause de mortalité. 80% des décès sont dus au paludisme et 60% des cas surviennent dans une période assez courte de 4 mois. Nous ne quittons pas la région du sud de la Casamance, c'est pour revenir sur ces journées de prière qui ont été organisées pour un retour définitif de la paix. Journée présidée par le porte-parole du Khalife général des Tidjanes, Abdul Aziz Sy Al Amin, qui a réuni l'ensemble des autorités religieuses de cette région. Ibou Sissé, Ibrahim Kamara. Ya salam. La Casamance a encore rassemblé tous ces sages et érudits pour des journées de prière. Prier pour une paix définitive en Casamance, un vœu du grand marabout Fosseng Mansour Sy Borom Daragi qui s'est longtemps investi dans cette dynamique de son vivant. Tous parlent un seul langage, la paix et la paix. Il faudrait que le président de la République sache que la Casamance est le moteur de développement du Sénégal. Il faudrait que le président de la République sache qu'en Casamance, il y a des chefs religieux, catholiques comme musulmans, qui n'aspirent qu'à la paix. Le dialogue est bon, les prières constituent l'habillement de ce dialogue. La mosquée de la paix de Ziguinchor a accueilli le porte-parole de la famille Tidjane de Tivaouane, Serigne Abdul Aziz Sy Junior, lors de la prière du vendredi. La guerre peine à finir, on retourne en Afrique voir les érudits pour que ces derniers prient pour le retour définitif de la paix en Casamance. La paix se vit chaque jour et le Seigneur bénira, fera fructifier cette vie. Car il nous dit bien, il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, mais il faut faire la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, nous l'avons tous dans l'Écriture, dans le Coran comme dans la Bible, comme aussi dans la religion traditionnelle. La paix dans les cœurs et les esprits, tel est le vœu des grands érudits et chefs religieux réunis au stade Néma de Ziguinchor durant ces journées de prière. jàng nañ ko fi ci ay kaamil
li nga xamee ni ñaan nañ ko fi ngir jàmm ji dellu si waat daw man dakk fi Casamance. Toutes ces prières pour une paix définitive que Dieu l'accepte et les exauce. ci barke ak leeru ki nga xam ni moom la ñu tuddee bis bii tey. Des séances de lecture du Coran, la Khadratul Juma, une conférence sur le thème les religions et la paix ont été au menu des journées de prière. Karantaba, Kalunay, Bignona, Mankono, Bogal, Nyoroko, Sumbundu, Pakao Basilan, Dikoy Banga, Mandengan, Adeyan, Marsassoum et Karantaba ont tous vibré à l'appel de la paix en Casamance. سلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار يا سلام. Cette consécration pour le sculpteur sénégalais Ousmane Sow, il est le tout premier Africain à entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Il a été officiellement installé aujourd'hui. Nous revenons sur son parcours avec Daouda Sow. Le sculpteur sénégalais Ousmane Sow est le premier Africain à entrer à l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Élu à l'unanimité le 11 avril 2012, il est officiellement installé à l'Académie ce 11 décembre en tant que membre associé étranger. Âgé aujourd'hui de 78 ans, Ousmane Sow entre à l'Institut 30 ans après un autre Sénégalais, Léopold Sédar Senghor, installé à l'Académie française en 1983. Il va hériter du fauteuil précédemment occupé par le peintre américain Andrew Wyeth, décédé en 2009. Le sculpteur sénégalais est installé par Jean Cardo, membre de la section sculpture de l'Académie. Ousmane Sow se verra remettre son épée des mains d'un autre Sénégalais, l'ancien président Abdou Diouf, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Pourtant, rien ne prédestinait Ousmane Sow à la sculpture. Né en 1935 à Dakar, il quitte le Sénégal pour Paris, après la mort de son père en 1957. Sur place, il passe le concours d'infirmier, puis entre à l'école de kinésithérapie de Boris Dolto. Son métier de kinésithérapeute, il l'abandonne à l'âge de 50 ans pour se consacrer à la sculpture. Révélé en 1987 au Centre culturel de Dakar, Ousmane Sow présente sa première série sur les lutteurs Noba. L'artiste expose 6 ans plus tard à la Documenta de Kassel en Allemagne. En 1995, il expose au Palazzo Grassi à l'occasion du centenaire de la Biennale de Venise, exposition qui signe sa consécration. Ousmane Sow travaille actuellement à la création de petites sculptures Nouba, ainsi qu'à une série de sculptures intitulée Merci. Merci est un hommage aux grandes figures qui ont marqué sa vie, dans le sillage de Victor Hugo, du général de Gaulle, de Nelson Mandela et de son propre père, Mokhtar Sow. Attention, toujours en Centrafrique, l'aéroport de Bangui, refuge de milliers de déplacés, estimé à un peu plus de 30 000 personnes. La situation reste chaotique malgré l'intervention des forces françaises. Le consulat général du Sénégal accueille à l'heure actuelle de nombreux Sénégalais établis dans ce pays en proie à l'heure actuelle à des violences interconfessionnelles. L'appel d'un de nos compatriotes sur place à l'aide. Depuis ce matin, il y a le calme. Jusqu'à le soir, présentement, il y a le calme. Mais ce qui nous inquiète terriblement, c'est la situation de tous les enfants qui se retrouvent présentement au niveau du consulat de Centrafrique, dont les femmes sont là, les enfants sont là, dont tout le monde sont terrorisés et traumatisés, dont on ne connaît pas notre situation, parce que les musulmans, ils sont dans le danger présentement. Donc on veut qu'on nous aide, on rentre chez nous pour l'avenir de tous les enfants qui se trouvent présentement à Bangui. Présentement c'est horrible, donc on ne sait pas ce qui peut passer aujourd'hui ou demain. Donc je vous en prie, on vous demande avec tout notre cœur, pardon, de nous aider et le président nous aide et on rentre chez nous. C'est là où notre cœur peut être en paix. Et puis le pape François, élu personnalité de l'année, la rapidité de l'attention qu'il a suscité explique principalement le choix de sa personne. Selon un responsable du magazine américain Time, une attention quasi unanime en si peu de temps. Le pape François est arrivé à la tête de l'église catholique en mars dernier, puis Mandela qui sera inhumé bien entendu dimanche en son village natal. Sa dépouille est exposée à l'heure actuelle au siège de la présidence à Pretoria pour permettre aux différentes personnalités du monde entier de se recueillir devant son cercueil. Voici les sports.
Mme Fatou Ndoye, bonsoir à vous. Bonsoir Khalifa. La championne de lutte Isabelle Sambou, désignée à 2 reprises meilleure sportive de l'année 2013 par l'UFRESA, l'Union des femmes reporters sportives, n'aura pas de successeur pour la 3e édition du genre, et pour cause, l'organisation est victime de la morosité notée dans le sport féminin en 2013 avec un manque notoire d'exploits. Des trophées de reconnaissance et de mérite seront tout de même donnés à des personnalités sportives. Chertidiane Dione et Mohamed Dian ont assisté au point de presse tenu par l'UFRESA ce matin. Pas de consécration de meilleurs sportifs pour la 3e édition du genre, car ces dernières ne remplissent pas les critères. Mais cette année, quand il a fallu faire cette élection, on s'est posé beaucoup de questions. On se demande parmi les nominés qu'on a, est-ce qu'il faut décerner le titre pour le décerner? On s'est dit non, il ne faut pas, puisque cela ne rendrait pas service au sport sénégalais. Et que donc il faut attirer l'attention des dirigeants sur le recul que connaît le sport sénégalais. Peut-être les femmes sont beaucoup plus exposées parce que certainement elles sont peut-être moins prises en compte et notre culture et nos habitudes peut-être font que les femmes lâchent beaucoup plus facilement quand il s'agit de sport que les hommes. Selon toujours la présidente de l'Union des femmes reporters sportives du Sénégal, les athlètes sénégalais sont encore en deçà du niveau sous-régional. Depuis près de 15 ans, on n'est pas resté une seule année sans avoir un titre continental ou un titre sous-régional dans les différentes disciplines. Mais cette année, il a fallu chercher, creuser, et même au niveau sous-régional, le Sénégal est en train d'être rattrapé et d'être laissé derrière par les autres pays. Et donc je pense que le fait qu'on n'ait pas décerné cette année le titre de la messe sportive doit alerter tout le monde. Ainsi, les prix de l'excellence et de la révélation sont décernés à certaines sportives, normal pour l'UFRESA Sénégal qui reconnaît leur mérite et leur honneur. 2 autres trophées cette année, qui est le trophée de la reconnaissance qu'on a attribué cette année aux arbitres. Elles sont 2, Fatouma Dia et Ndaye Aïssatou Diagne au niveau du basket, Fatouma Dia au niveau du football, qui sont 2 femmes qui ont fait un excellent parcours depuis leur début d'ailleurs, qui sont arbitres internationales, et donc il est tout à fait normal qu'on les honore et qu'on reconnaisse leur mérite par rapport à ce qu'elles font dans le sport. Elles ne sont pas des athlètes, mais elles sont dans le sport et elles font d'excellentes choses. Et donc il y a également les anciennes gloires. C'est les 2 trophées qu'on a ajoutés, parce que le principe c'est d'essayer d'honorer toutes les femmes qui gravitent autour du sport. Pour l'édition de 2013, le titre non décerné aux athlètes sénégalaises est lié à une panoplie de manquements, notamment le fait que sur 47 fédérations, seules 19 ont pris part à des compétitions. Et puis ils sont 5 lauréats heureux, vainqueurs du tournoi de la célèbre marque sportive Nike, qui se sont retrouvés à l'occasion d'un cocktail. Ces heureux élus savourent leur succès pour avoir été sélectionnés sur plus de 70 joueurs. Ils partiront donc pour l'Afrique du Sud au 31 janvier 2014, sauf qu'il ne restera plus qu'un pour éventuellement donc embrasser une carrière professionnelle en Angleterre. Et puis ce tournoi international de football pour développer le partenariat sénégalo-russe, c'est l'objectif d'Oumisen, initiatrice de la première édition du tournoi international de la fraternité qui se tient actuellement à Dakar, l'occasion de donner au club donc la possibilité d'avoir des partenaires russes. Nous écoutons Oumisen. En 2008, nous essayons intensément de promouvoir le Sénégal en Russie parce qu'il y a énormément de potentialités, que ce soit côté économique et côté tourisme, voire même côté social et culturel. Et dans ce cadre-là, quand on a une opportunité de se présenter, de montrer là où nous sommes forts, que ce soit dans la danse ou dans le sport, notre objectif c'est de faire en sorte que chaque année des clubs, que ce soit dans le foot ou dans d'autres domaines sportifs, puissent aller en Russie se représenter là-bas et que de là-bas on puisse venir ici. Aujourd'hui, dans notre délégation russe, nous avons le président des clubs de foot qui est là. On aura là-bas sera des plus éloquents et ça nous permettra de continuer. Déjà qu'ils m'ont dit au mois de mai, ils nous attendent. Déjà dit à la fédération de foot que nous aimerions bloquer des dates au mois de décembre et l'idée pour nous c'est que à partir de maintenant de le faire et en fonction du planning de l'UASU, de la fédération de foot et avec l'appui bien sûr du ministère des Sports.
Football toujours avec la 6e journée de la Ligue des Champions. Galatasaray crée la surprise en éliminant la Juventus de Turin et se qualifie pour les 8e de finale. Les Turcs amenés par Drogba et Boué-Cheghiour ont marqué leur but victorieux à l'issue d'une rencontre disputée sur 2 jours, interrompue hier à cause des conditions climatiques désastreuses. C'est Schneider qui a délivré les siens à la 85e minute, obligeant donc les Turinois à se contenter de l'Europa League. Retenez qu'actuellement, le Milan AC reçoit l'Ajax, Marseille rencontre Dortmund, Naples, Arsenal, Schalke 04 reçoit Bâle. Hier, le Bayer Leverkusen et l'Olympiakos ont validé leur ticket pour les 8e de finale. Et puis, cette nouvelle également, Frédéric Kanouté qui raccroche les crampons. Le franco-malien a officialisé sa retraite ce lundi après 17 ans de carrière qui l'ont vu évoluer sous les couleurs de Lyon en France, de West Ham en Angleterre ou encore de Séville en Espagne. C'est en Chine que le joueur de 36 ans a connu son dernier club professionnel. Frédéric Kanouté également a évolué sous les couleurs de l'équipe nationale malienne dont il est le meilleur buteur avec 23 réalisations en 39 sélections. Nous revenons chez nous pour parler de la 6e édition du championnat international de roller de Dakar, prévu ce week-end avec la participation de pas moins de 10 pays, donc de la sous-région. À ce propos, Awan Arfal nous parle de l'importance de l'événement. Le samedi qui se passera à la piscine olympique avec les high jump, c'est les sauts de 3 mètres de hauteur, et le dimanche la course qui va se passer autour de la piscine olympique nationale. Mais le dimanche soir, nous invitons tout le monde, tous les Sénégalais à venir voir le festival des rollers qui va se passer, parce que c'est le Khalif général qui va recevoir ces ndongo, comme on le dit au Sénégal. Il y a 8 pays africains qui vont venir participer et 2 pays européens, plus les 30 clubs du Sénégal. Dans cette compétition de Africa Game qui est coiffée par IFSA International Skating qui se trouve à Barcelona Game, que l'équipe nationale et africaine doit sortir pour aller au championnat international de Barcelona Game. Awan Arfal, présidente de l'association Maestro Roller. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive. Merci Mme Fatoudoy. Prolongation de la 22e foire internationale de Dakar. 4 jours à partir d'aujourd'hui. Nouvelle plutôt bien accueillie par les exposants qui vont pouvoir écouler davantage de marchandises. Massaya Ndiaye et Nafissatou Silla. Une prolongation de 4 jours pour les exposants à cette 22e édition de la Foire internationale de Dakar, une aubaine pour beaucoup d'entre eux. Bon, je le trouve vraiment bien. Je le trouve très même bien parce que ça va nous permettre de vendre un peu d'ici 4 jours. Ouais, ça va nous permettre de vendre d'ici 4 jours. La prolongation de la FIDAK est une excellente idée parce que cette année, on n'a pas noté beaucoup de visiteurs. Cela nous permettra au moins d'écouler nos produits. Mais c'est bien, c'est pour donner l'occasion aux autres qui n'ont pas encore acheté. Oui, c'est ça, hein? Ça fait deux fois que je ne suis pas venue. Ils n'avaient pas encore écoulé leurs marchandises, c'est l'occasion ou jamais de se rattraper, mais il faudrait qu'il y ait assez de visiteurs. Non, on ne peut pas le dire en ce moment-là parce qu'on n'a rien vendu. Entre nous, on n'a rien vendu. On ne peut même pas dire qu'on a vendu ça ou bien ça. On n'a même pas l'argent pour payer les stands et ça, c'est trop grave quand même. Cette édition n'est pas fameuse comparée à l'année précédente. Nos clients sont fortement affectés par la crise. Ces derniers jours, ça se passe un peu mieux, mais il y a un hic. C'est au début de la foire. On sait, comme les stands n'ont pas été affectés à temps, donc on n'a pas pu préparer nos panneaux publicitaires. On n'a pas pu, il ne fallait pas compter un supplément puisqu'on a été lésé au début. Donc on a perdu 12 jours à préparer les stands. On n'a pas rien vendu. Donc voilà. Mais j'espère que l'année prochaine ce sera mieux. En principe, c'est ce mercredi que la foire devait être clôturée. Une fois encore, les autorités du CICES ont fait preuve de compréhension pour permettre aux exposants de tirer profit de cette édition de la Foire internationale de Dakar. Jean-Jacques Keran sur ce plateau avec moi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président du conseil régional de Rhône-Alpes depuis mars 2004.
C'est bien cela. Donc vous en êtes là à votre deuxième mandat qui prend fin en 2015 et vous êtes au Sénégal dans le cadre de votre coopération entre la région Rhône-Alpes et le Sénégal, principalement la région de Saint-Louis. Alors quels sont les principaux axes de cette coopération? Nous avons une coopération depuis maintenant 14 ans avec la région de Saint-Louis et aussi de Matam, puisque c'était auparavant la même région. Alors les principaux axes, on a beaucoup travaillé sur les questions d'éducation, de santé, de tourisme, et puis pour la nouvelle coopération, on a tracé 3 perspectives. La première, c'est le développement économique, en appuyant sur la présence des entreprises et sur la possibilité de réaliser les transferts de technologie entre la recherche, qui est ici en place notamment dans les universités, la création d'entreprises. Deuxième point, c'est le développement local, en particulier en s'appuyant sur les ressources locales. J'ai eu l'occasion, par exemple, de visiter la ferme-école de Guélac, et je trouve qu'il y a là plein de possibilités au Sénégal, notamment en matière agroalimentaire. Et puis, nous avons comme objectif aussi l'université, la recherche, la culture. J'ai signé 2 masters avec des universités Gaston Berger à Saint-Louis, mais aussi à Dakar tout à l'heure, qui permettent de développer la coopération sur le plan culturel et la formation des acteurs culturels. Donc, plus d'une décennie de coopération, là vous êtes plutôt satisfait des réalisations, vous pouvez palper les résultats. Oui, parce que l'intérêt de ma venue, c'était de constater ce qui a été engagé. Vous savez, la coopération décentralisée, c'est l'avantage d'avoir un circuit court. On voit ce qu'on fait, et puis surtout on crée des relations de confiance, des relations d'amitié avec les autorités locales. On s'appuie sur les associations, sur la société civile. C'est la grande force de la coopération décentralisée, et donc on fait vraiment du service direct. Très bien. Alors en parlant justement de décentralisation, vous avez toujours lutté pour une meilleure politique de décentralisation. Au Sénégal, c'est aussi l'actualité avec l'acte 3 de la décentralisation. Sans vous demander trop de faire une ingérence, quelles sont les priorités à dégager pour réussir une bonne politique de décentralisation? J'étais à l'université Gaston Berger, j'ai fait une conférence pour dire les régions, ce sont les collectivités du XXIe siècle. Bien sûr, il y a toujours les États-nations, mais il faut des grandes organisations comme les régions qui travaillent en réseau, parce que c'est là où les citoyens se sentent les plus proches, les citoyens aussi peuvent concevoir des projets. Alors on en parle beaucoup ici au Sénégal, mais on en parle beaucoup en France. On a toujours en France la question de l'acte 3 de la décentralisation, dont il faut simplifier. Je crois que c'est important, il faut que nos concitoyens s'y reconnaissent. Et puis il faut spécialiser, il faut que chaque collectivité sache vraiment ce qu'elle fait pour éviter les doublons, pour éviter qu'on se marche sur les pieds. Alors voilà, mais le Sénégal en discute. Je rencontrais le ministre chargé des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire hier. Les projets sont en cours. Je pense que la décentralisation c'est important, parce que ça veut dire aussi que ce sont les citoyens à travers leurs collectivités élues, ce sont les citoyens qui s'occupent de leurs affaires. Et ça, c'est fondamental pour faire vivre la démocratie. Très bien. Alors, Kéran, vous avez fait le point de la situation. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives que vous avez dégagées? Je crois qu'il y a de belles perspectives, parce qu'ici, il y a les universités qui sont bien placées. Je parlais de Dakar, je parlais de Gaston Berger à Saint-Louis. Je pense aussi qu'il y a une volonté économique, politique qui s'exprime. En tout cas, nous repartons, on va voter dans une semaine. La région Rhône-Alpes, le conseil régional, va voter pour le renouvellement de la convention avec Saint-Louis pour 3 années. Et c'est vraiment une nouvelle étape pour la coopération décentralisée. Et vous envisagez d'élargir cette coopération à d'autres régions? Alors, on a aussi un travail qui se fait dans le cadre de ce qu'on appelle le FERLO, une entente avec le FERLO. Il y a 5 régions qui sont engagées. Saint-Louis, il y a Tambacounda, Matam, il y a la région de Catherine, et puis le président de la région de Louga. Tout ça pour faire un projet qui permette de répondre à la question climatique. C'est un grand défi que nous rencontrons. Par la même chose, en Rhône-Alpes, il y a les montagnes, on a le Mont Blanc, vous savez, on a donc les glaciers qui reculent, le réchauffement climatique, c'est la même chose ici. Et ici, il faut que l'économie agricole, notamment, puisse continuer à vivre, l'économie pastorale. Donc, faire des projets avec les populations, c'est l'engagement que nous avons pris dans le cadre de cette entente pour le FERLO. Voilà, donc Jean-Jacques Kéran, président du conseil régional Rhône-Alpes, merci d'avoir été avec nous ce soir. Et vous veuillez passer bien le bonjour à Pascal Savé, ma rédactrice en chef de TLM que vous connaissez, qui travaille avec la préfecture.
Vous passerez bien le bonjour. Voilà, absolument. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir suivi cette édition. Et ne ratez surtout pas Fram Fati avec Papa Ndiaye ce soir. Ce sera avec Mambay Nyang de l'APR, Bachir Diawara du Parti démocratique sénégalais, Abdoulaye Wilane du Parti socialiste et Ndiaga Silla de Djofdjol. Excellente soirée sur TFM.